Salut à tous et bienvenue dans la review de ce chapitre 1067 de One Piece, un chapitre qui va servir à introduire de nouvelles informations, notamment sur l'origine du robot conservé à Egghead et son histoire d'il y a 200 ans, Vegapunk et son souhait de créer un Wikipédia universel et accessible par onde cérébrale à tous les êtres vivants sur Terre. S'il connaissait ne serait-ce qu'un millième de trolls et de singeries qui se passent IRL sur les réseaux sociaux, je pense qu'il se mangerait ses couilles avant d'aller parasiter la planète avec son cerveau clou de d'Apple. Luffy, fidèle à lui-même, est embauché par Vegapunk pour s'éloigner de Egghead en prévision des assassins de Cypher Police qui sont lancés sur ses traces et sonnant littéralement à sa porte pour livrer une pizza. C'est à ce moment-là qu'il faut jamais ouvrir la porte. Est-ce qu'on peut espérer une rencontre entre Luffy et Dragon prochainement? C'est ce que je pense en tout cas. Tous les liens que je vous ai dessinés sur mes vidéos de review entre Kuma, Dragon, Vegapunk et Luffy se mettent en place. Et il y a un moyen que ça se fasse sur Elbaf finalement, l'île où est accumulée toute la connaissance du monde. On va analyser le chapitre tranquillement comme d'habitude. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le petit like des familles, c'est un clic qui m'aide beaucoup, je te remercie d'avance. Et let's go pour la review, on commence tout de suite. Le chapitre nous lance dans la rivalité, la haine peut-être, entre Shizarkloon et Judge Vinsmoke. Ce que je souligne rapidement, et qu'on doit garder en tête, c'est que les deux scientifiques étaient les collègues de travail de Vegapunk, à leur époque, chacun de leur côté et dans leur contexte. Et One Piece actuellement tourne autour de ce même Vegapunk. Peuvent-ils nous apporter du coup des éléments de plus concernant ce renommé scientifique, de l'histoire, du background, etc. Concernant Sanji peut-être, ou même rallier l'armée de Libération, qui se battra face au gouvernement mondial très prochainement. Je trouve ça moi hyper intéressant, et en tout cas c'est des pages de couverture qu'il ne faut surtout pas oublier, que je vais continuer à décortiquer dans tous les sens, scan après scan. Le soupir de fatigue de Ichiji d'ailleurs, au fond de ce plan, nous montre un manque de sérieux, d'enjeu, d'ambiance assassine en comparaison à leur bataille sur Whole Cake Island. Donc du coup ils ne se battront probablement pas à mort, ce qui me dit qu'ils pourraient s'allier, chose qui est très intéressante mine de rien. L'origine du crâne de notre cher Vegapunk est expliquée sans délai ici. Le Nomi 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 est dévoilé comme le paramécia de l'homme cervelle. Pour résumer simplement ce que dit Vegapunk, Vegapunk en fait est un génie inné, donc faut pas remettre en cause son intelligence première, et il a reçu une sorte de disque dur externe directement relié à son crâne, d'une capacité de stockage infinie, sous forme de son propre cerveau. Donc le cerveau gonfle en fonction des données accumulées et fatalement, pour éviter de s'envoler comme une montgolfière ou de détruire Redline avec la technique de Don Shinjao, le scientifique originel s'est séparé de son cerveau, qui trône désormais comme une database au sommet de Egghead, un peu comme le cloud d'Apple, dont je vous ai fait mention en introduction. Finalement, Egghead est à prendre au sens littéral, et la pomme que Vegapunk a sur sa tête lui sert d'antenne pour capter en Bluetooth son propre cerveau. Grand respect à Oda, qui après la danse de Ramaki par onde Bluetooth émise par Shanks à plus de 20 km, nous propose une nouvelle masterclass sur le thème de la science. On a donc les cyclones de Vegapunk, qui sont ses assistants, et qui se connectent une fois par jour sur le cloud Vegapunk pour déposer chaque expérience acquise. Il y a un point qu'il faut souligner, et qui je pense serait d'une efficacité énorme pour cet arc final. Comme je vous l'ai résumé, Vegapunk a transformé son cerveau en une sorte de Wikipédia organique avec le cerveau et veut créer Internet dans le sens premier du terme. A l'origine, IRL, le but est de tisser une toile sur laquelle regrouper des informations et des connaissances du monde entier, des expériences entre les humains et sans aucune limite. Là, j'en connais certains, dont moi, ils se sont dit « Ah, si tu connectes Luffy à la base de données, il va saturer le serveur, il va envoyer 1 milliard de photos de bouffe et de gribouillage, il va DDoS le bordel, ou de vidéos de lui en jetpack chaussure en train de manger un gigos, ça n'a aucun sens. » Cependant, et là on va revenir sur un cadre plus sérieux, plus technique, imaginez un instant, vous vous mettez là dans la peau tout de suite là, hop, vous imaginez le monde, One Piece, l'arc final, la bataille contre le gouvernement patati patata, imaginez cette lutte finale, le combat de persuasion entre le gouvernement mondial qui est installé, respecté, et de l'autre côté des voyous de la street qui se battent avec un décérébré à leur tête, Luffy au chapeau de paille. Aujourd'hui, et je parle IRL cette fois pour faire la comparaison,
Le pouvoir des réseaux sociaux est monstrueux. Une simple phrase sur Twitter d'un compte fake peut écraser à terre une entreprise par milliards de dollars de pertes en quelques heures. Imaginez maintenant que tous les influenceurs de Twitter, YouTube, etc. se liguent pour balancer le trade ultime, la vidéo ultime, sur la frauderie du Gorosei et de Hime, et révèlent d'un coup par Bluetooth la vérité à tous les habitants sur le siècle oublié. Dans le monde de One Piece, les gens se rendraient compte immédiatement que le monde, il y a eu 900 ans, il était déjà hyper avancé technologiquement, que des fraudes ont défoncé le système et engendré une récession technologique, une ère apocalyptique, et qu'ils ont foutu là dans la merde des milliards de personnes en fait. Imaginez le pauvre SDF dans la rue depuis 5 générations, même 40 générations, si ça se trouve, son ancêtre, c'est un scientifique de zinzin avec la machine à créer des menus McDo améliorés. Ça se trouve, le mec, il était disposé à devenir le directeur de Burger King, il s'est retrouvé fermier dans la mouise, tu vois. Et le retour au Moyen-Âge, les boucs de 900 ans, ils avaient la fibre, et tout le bordel, mais ils vont câbler, hein. Ils vont se retourner contre les squatteurs de Redline, hein, qui payent plus leur loyer depuis 900 ans, c'est pire que Mihawk, et son château pour lui tout seul. Impayé, pas de facture, tranquille, quel goth quand même. Un pouce bleu pour Mihawk, ils vont ils vont DDoS le PC de Imsama, hein. Imsama qui profite de la fibre depuis 900 ans sur Twitch avec ses vidéos de jardinerie, bam, un incendie au château Pangea, le Gorosei qui finit en slip. C'est comme ça que ça va se finir One Piece, hein, je vous le dis. En parlant de tout ça, Oda nous donne quelques indices avec le fameux robot inactif qui a été construit il y a 900 ans de ça. Il aurait finalement attaqué le gouvernement après avoir escaladé Redline pour Jeanne Marie-Joise il y a 200 ans, donc 700 ans après la Grande Guerre. La question qu'il faut se poser dans l'analyse, c'est pourquoi le robot du siècle manquant a-t-il attaqué le gouvernement mondial il y a 200 ans? Pourquoi pas avant, il y a 3, 4, 500, 600 ans? Pourquoi pas après? J'ai déterré les événements qui se sont un peu déroulés 200 ans plus tôt pour avoir de quoi théoriser, de quoi nous poser des bonnes questions. À cette époque, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce petit détail, donc on avait le Saint-Brice. Vous savez, c'est le bateau qui est tombé du ciel sur l'Arc Skypiea, qui s'est abattu sur l'équipage des Mugiwara après leur aventure à Alabasta. Souvenez-vous-en, c'était un navire d'expédition qui a pris la mer. Il venait donc du royaume de Brice, dans South Blue. L'expédition était chargée de recueillir des informations secrètes pour le compte de la famille royale de Brice. Mais sur quoi et surtout pour quelles raisons? Toujours à cette époque, un traité a pu être négocié entre les hommes poissons et le gouvernement mondial, en vertu duquel les hommes poissons et les sirènes ont été considérés comme égaux aux humains. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait un cadeau à une espèce qu'il discrimine à cette époque-là? La chronologie de One Piece, comme on le sait, comme on est en train de le remarquer, s'étoffe petit à petit. Déjà, on a eu une partie au chapitre précédent du poste Ohara, donc sur l'île. Là, Oda veut nous ajouter une étape de plus dans la lutte de l'ancien royaume, ou de ceux qui portent sa volonté. Visiblement, donc il y a 800 ans, quand Toki part de son époque, Wano est déjà coupé, donc la guerre est déjà terminée, la Grande Guerre. On ne sait pas à quelle époque précisément Ryuma et Oz interviennent. Visiblement, ils ont été des ennemis du gouvernement mondial. Zo semble bloqué depuis plus de 800 ans, sûrement pendant la guerre justement. Norland, c'était il y a 400 ans, et on a des morceaux d'histoire indatables par-ci par-là, qu'Oda va nous sortir de son chapeau un peu plus tard. En analysant, en recoupant tout ça, ce que je comprends, c'est qu'un robot combattant de l'Ancien Royaume a survécu à la guerre d'il y a presque un millénaire, donc 900 ans, et se serait mis en veille. Et c'est soudain, donc il y a 200 ans, qu'un événement ou une personne l'aurait sorti de sa veille prolongée. Dans One Piece, on a parmi les mystères de fond la voix de toute chose, qui est ma première idée. C'est que si la voix de toute chose de Momonosuke lui a donné le pouvoir de donner des ordres à Zunesha, Shirahoshi qui a le pouvoir de donner des ordres au roi des mers, il existe une voix troisième qui a une fréquence, une sorte de réglage pour commander les robots de l'ancien royaume. Ce que je peux soupçonner, c'est que les voix de toute chose, elles sont toutes compatibles pour communiquer, mais que chacune de ces voix, par exemple Momo peut communiquer avec Sunesha, Shiroshi peut communiquer avec les rois des mers, et pourquoi pas une personne qui aurait pu communiquer avec les robots de l'ancien royaume. Ce serait intéressant. Si l'hypothèse est la bonne, donc il y a 200 ans, une personne bien précise, qui a la voix de toute chose, a donné un ordre conscient ou pas, parce que Shiroshi l'a fait inconsciemment la première fois,
Et le robot qui restait de l'armée aurait répondu à cet ordre de peut-être poursuivre la guerre, pour lequel il avait été programmé finalement. Et je vous laisse me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et ce que vous pouvez vous tirer de ces informations. On bascule directement sur la suite du chapitre. Je vous avoue que je fais pas d'analyse case par case, là on va vraiment y aller directement dans l'analyse, etc. Donc on a le voyage découverte des Mugiwara, ils sont sur Egghead, ils découvrent la machine à McDo, etc., etc. Pourrait bien se transformer en la plus importante quête jamais donnée. Sauvegarder l'existence de Vegapunk et de Punk Record, Robluchi, Kaku et Stutusi, là, enfin la blonde, sont devant les portes de Egghead pour rendre le Séraphin Kuma et en profiter pour anéantir les cyclones plus le Vegapunk originel. Première question à ce sujet, est-ce qu'ils connaissent le secret du cerveau du scientifique? Honnêtement, je pense pas, puisqu'ils avaient déjà l'air surpris de voir qu'il y avait Cyclone à tuer en plus de l'original. Deuxièmement, est-ce que Lucci peut réellement, aujourd'hui, faire face à Luffy? La réponse pour moi, c'est évidemment non. Je vous laisse quand même me dire ce que vous en pensez. Je rappelle en tout cas que l'agent du Cypherpole, Aegis, qui a été envoyé sur le toit de Nigashima pour distraire Luffy pendant le combat contre Kaido, s'est fait littéralement OS. Ce Luffy qui a battu Kaido, qui a lui-même OS un gars du Cypherpole, devrait pouvoir OS Lucci malheureusement, ce qui empêche le combat de se reproduire à l'identique. Alors perso, moi je trouve ça bien, dans le sens où Lucci et Kaku, c'est des persos qui sont illustrés sur Water 7, et qui ont fini leur bout de carrière sur Enies Lobby. Tu peux les ramener maintenant, mais ils n'ont pas la prestance qu'ils avaient avant, tu vois, des sortes d'ennemis abattables qu'il fallait surpasser pour franchir un cap. En tout cas, moi, ce que je redoute, c'est qu'ils deviennent véritablement des types de la Team Rocket, quoi. Troisièmement, si Vegapunk parvient à s'enfuir avec ses connaissances pour rejoindre l'armée révolutionnaire, tout se déroulerait beaucoup trop facilement à mon goût. Les Mugiwara retrouveraient l'armée de Dragon, donc tu aurais Dragon et Luffy qui rentrent en contact et qui forcément font jeu commun. L'armée des géants, les séraphins qui obéissent à Vegapunk, Yamato, Momo, Pluton, le reste de l'armée de Kaido éventuellement. Est-ce que Eiichiro Oda veut vraiment préparer une guerre finale qui serait aussi déséquilibrée entre le camp Mugiwara, plus révolutionnaire, plus Vegapunk, plus Wano Kuni? Qu'est-ce qu'il en serait de l'équipage de Barbe Noire, qui sont littéralement 10 contre une rébellion à 100 000 personnes? Je pense que s'il doit y avoir une carte à jouer pour le gouvernement mondial, c'est maintenant. Pour empêcher Vegapunk de rendre la guerre trop facile, parce que c'est la carte maîtresse, il faut pas l'oublier, Vegapunk c'est la clé de l'information, et pour les révolutionnaires c'est une carte maîtresse d'information pour la population. Pour empêcher justement de communiquer, le savoir universel qui menace Im directement, est-ce que Uranus, donc l'arme antique qui aurait permis de détruire Lulusia, pourrait faire une nouvelle apparition? L'île et sa position sont connues du Gorosei de Im, le danger est conséquent, et surtout, savoir qu'un équipage Yonko est sur place est une motivation suffisante pour ne surtout pas reproduire l'erreur de Ohara et faire sauter l'intégralité de Egghead d'un seul coup. Voilà pour mon analyse de la situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous attends comme d'habitude. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous prépare quelques théories, ce qui prend pas du temps évidemment, mais ça me fait plaisir. Et je vous souhaite en tout cas un bon week-end, bon samedi, bon dimanche, si je la poste dimanche. La bise et à la prochaine. Tchuss.